On dit que vous êtes les meilleurs joueurs d'Afrique. Hein? En face, il y a des joueurs, on ne connaît même pas leur nom, à plus forte raison leur club. Et ce sont eux qui vous ont bougé, qui vous ont baladé. Mais vous n'avez pas de détermination. Ayez un peu de fierté. Parce qu'après avoir fait le discours technico-tactique, il a basculé dans l'émotionnel à ce moment-là. Il dit, je suis le premier responsable de cette équipe, ça fait 7 mois et demi que je suis avec vous. Alors, à cause de 3 points de suspension, je ne dirai pas le mot qu'il a utilisé, comme vous, on va dire que je n'ai rien fait. Ça ne va pas se passer comme ça. Croyez-moi, il y aura du changement. Et dans la continuité, bon, je m'étais approché un jour, de lui comme ça, je dis, coach, mon Dieu, vous avez annoncé des choses, hein, il y a eu des grincements dedans, hein, vous savez. Et il me dit, vous savez, je n'entends rien. J'ai 23 joueurs, je prendrai ceux que j'estime capables de mener la tâche que je leur demande. D'accord? Et ils n'étendent avec personne, il n'y a pas de passe-droit. Alors là, je vais vous donner une anecdote, mais c'est vraiment... Je suis arrivé au dîner en avance sur les autres, et Nieri était en avance sur les autres, lui aussi il était assis. Alors je dis, ah, Capi, il m'appelle, tout le temps, il m'a dit, Capi, mais qu'est-ce qu'il y a? C'était le match contre l'Algérie. Capi, tu étais fatigué aujourd'hui, hein? Il dit, ah, il a fait la tête comme ça, et puis il a dit, ah. Et puis il y avait Hervé Renard qui était assis plus loin, il était tout seul, il n'était pas avec les autres. Il dit, ah, il faut demander à ton entraîneur. Hein? Alors Hervé Renard nous suivait, il a rigolé, il n'entendait pas ce qu'on disait, mais il a rigolé. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, au match contre l'Algérie, il m'a dit, si tu cours plus, je te sors. Histoire de dire, et puis le capitaine a rigolé, parce qu'il dit, heureusement que je suis resté, parce qu'après j'ai tiré le coup franc pour Boni, etc. C'est dire qu'il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit, mais son discours passe parfaitement, surtout avec les jeunes. Avec Éric Bailly et le numéro 22, Wilfried Canon. Mais un moment, Canon a manqué un contrôle qui a donné le ballon aux Guinéens qui ont failli marquer, mais Hervé Renard a cassé une bouteille d'eau. Alors je lui ai dit qu'heureusement que la bouteille d'eau n'était pas en verre, sinon il dit mais c'est pas possible. Mais malgré cela, il est derrière Canon pour lui dire voilà, il l'a fait jouer dans l'axe, il l'a fait jouer sur le côté et ça a parfaitement marché. Et c'est un entraîneur qui n'est pas seulement rigoureux, qui est quand même chaleureux. Un parfait athlète, après ses 8 km matinaux, il plonge dans la piscine et puis moi je me baignais un peu. Et puis il m'a dit ah vous savez, j'ai l'impression que je vais aller jouer à Bata. Je dis, mais coach, pourquoi on ne continuerait pas à jouer ici? Il dit, non, je dis Bata, parce que si c'est Bata, ça veut dire qu'on va aller loin. Je dis, confidence pour confidence. Moi, j'ai rêvé qu'il y avait beaucoup de monde quand on revenait. Maintenant, je ne sais pas si c'est pour nous conspuer ou si c'est pour une deuxième, une troisième ou une quatrième place. Voilà. Alors, je vais lui demander, Hervé Renard, c'est votre ami maintenant? Non, moi, je n'ai jamais eu de problème avec Hervé Renard. Notre objectif, c'était que la fédération recrute un bon entraîneur. Vous avez senti qu'il avait eu un très bon discours là-bas? Oui, un très bon discours. Il a joué un rôle très important? Très important. D'abord, on parle beaucoup de sa communication et tout, c'est vrai. Mais il faut aussi reconnaître qu'il a un projet de jeu. C'est aussi important. Il y a l'autre, avant Hervé Renard, qui a passé 2 ans. On n'a jamais vu son projet de jeu. Mais là, avec Renard, en 5 mois, 6 mois, on a vu le projet de jeu de Renard. Et on a vu que souvent il commençait les matchs en 3-5-2 ou 5-3-2, ce que vous voulez, mais c'était visible. C'était visible et son coaching était toujours gagnant. Souvenez-vous, lors du premier match contre la Guinée, c'est un remplaçant qui marque. Contre le Mali, c'était la même chose. Ça, c'est un coaching gagnant. Donc, c'est pour vous dire qu'il a, au niveau même du jeu, au niveau de sa maîtrise, de sa science, il a apporté beaucoup à cette équipe-là. Et là, moi, c'est le plus important. Parce qu'on se disait, bon, avec la Côte d'Ivoire, sur le plan collectif, au niveau du jeu, on ne voit rien. Mais là, on a vu, ce n'est pas un jeu spectaculaire. C'est vrai que ce n'est pas un jeu à la barcelonaise, mais c'est un jeu, un projet de jeu bien visible. On voyait comment l'équipe... Parce qu'après le premier match, je vais vous faire une confidence, après le premier match, lorsqu'il a commencé avec son 3-5-2, mais la majorité des journalistes ivoiriens présents à Malabo ont crié au scandale. Moi, j'étais de ceux-là, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut, ce Renard? Parce que, pourquoi? Vous avez vu que lorsque, sur les côtés, Tiéné à gauche ou Aurier à droite montait, il avait des difficultés à redescendre. Et il y avait toujours des espaces. Le but qu'on prend contre le Mali, il y avait un problème de dédoublement. Vous avez vu? Mais il a rectifié cela. Il a rectifié cela avec un 5-3-2 bien défensif. Les 5 défenseurs des tribunes, on voyait que c'était une équipe qui était bien en place.
les 5 défenseurs évoluaient quasiment sur la même ligne. Et lorsqu'ils partaient, Tierney montait ou Aurier, à la perte du ballon, ils revenaient se replacer. Parce que là, il y a eu un discours, il y a eu une communication qui est passée. Donc là, c'est pour vous dire que sur le plan d'abord du projet de jeu, il y a un gros travail qui a été fait en quelques mois. Et je pense qu'il y aura le temps de continuer pour nous proposer autre chose. Ça, c'est très important. Alors, oui, allez-y. À propos du projet de jeu, je pense que Hervé Renard a été très malin. Vous savez qu'il est en fonction depuis 7 mois. Et en 7 mois, vous ne pouvez pas bâtir un collectif aussi rayonnant. Il a compris que le premier chantier, c'était la défense. Et donc, il a renforcé cela. Remarquez qu'au niveau des matchs importants de la Côte d'Ivoire n'a pas eu forcément la possession du ballon. On a procédé par contre en essayant d'avoir une forteresse imprenable qu'est la défense. Et dès la récupération du ballon, on utilisait nos flèches que sont Gervinho et les autres, et Gradel. Mais il faut dire que le bloc équipe de la Côte d'Ivoire était très bas. Tactiquement, Hervé a joué un peu à l'italienne, un gros catenaccio avec une grosse défense, avec des vitesses dès qu'on a la possession du ballon pour procéder encore. Contre l'Algérie, l'Algérie a eu la possession du ballon. Contre le Cameroun, ça a été pareil. Mais le rôle d'électron libre joué par Mas Gradel et Gervinho, ça les a menés à faire des courses aller et retour. Mais la base sur laquelle s'est basé son schéma, c'était la défense. Il a compris qu'il fallait resserrer les lignes, surtout sur les deux doublements sur les côtés. Et au niveau de la possession, on a complètement souvent abandonné. Mais dès la récupération du jeu, du ballon, l'intelligence de jeu et de Yaya Touré mettait sur orbite nos attaquants. Et donc, c'est cela. En 7 mois, il a compris que le chantier le plus important était la défense. Et donc, n'oublions pas aussi de dire qu'un entraîneur aussi malin met souvent de jeunes joueurs qui l'écoutent religieusement et qui ne vont pas contester ses décisions. C'est le cas de Bailly qui n'a jamais joué les éliminatoires. C'est le cas de Wilfried Canon. Il sait que ce sont des jeunes joueurs qui n'ont pas de vécu. Et quand il les met, ils vont l'écouter religieusement sans vouloir ajouter des friottis dans le jeu. C'est là où on voit le choix et le coaching de l'entraîneur. Voilà. Est-ce que il faut parler de la base défensive. La base défensive. Tout à l'heure, on parlait de base défensive. Mais il faut dire aussi qu'il a su tirer profit de la puissance offensive des éléphants. Mais c'est vrai qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais voilà. Mais dans les matchs capitaux, ouais, on a vu que des joueurs ont été assez présents. Je prends le cas de Wilfried Bony, qui est face à l'Algérie. On ne dominait pas. Et voilà, qu'on n'attendait pas, qui est sorti du coup. Et puis face à la RDC, on a vu Nyeri qui a littéralement explosé. Oui. Mais bien avant ça, par 2 fois, face au Cameroun et face au Mali, il y a Gradel déjà qui nous avait sorti une bonne épine du pied. Donc tout en maintenant sa base défensive, qui était l'épine dorsale de toute bonne équipe de football, il n'a pas totalement édulcoré la puissance offensive des éléphants. Tu vas lui demander? Oui, justement, parce que j'étais marqué par ces choix. Parce que lorsque vous avez un garçon comme Kopa Barry, qui a participé à la CAN 2008, à la CAN 2010, à la CAN 2012, 2013, c'est-à-dire qu'il y a 4 Coupes d'Afrique dans ses gants. Et un entraîneur arrive, il prend le risque de le mettre sur le banc et il fait confiance à un gardien local qui n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Ça, je le dis, c'est un pari qu'il a vraiment gagné. Il a risqué, il a pris des risques. Il nous sort un garçon comme Eric Bailly, qu'on ne connaît pas. Wilfried Canon, qu'on ne connaît pas. Il est titularise dès le départ. Il accepte de mettre sur le banc un garçon comme Salomon Kalou, qui est le meilleur buteur en activité de la sélection. Après Didier Drogba, qui n'est plus là, c'est Salomon Kalou le buteur. Il prend le risque de le mettre sur le banc. Ça, c'est vraiment risqué. Et il a fait, un entraîneur, il meurt avec ses idées, un entraîneur, il meurt avec ses choix. Et je pense que ça, ce choix-là, cette prise de risque-là, est vraiment à saluer. Parce que je crois qu'il y a des entraîneurs que je connais qui n'allaient jamais mettre Gouaou dans les pêches au détriment de Kopa, ou laisser Salomon Kalou sur le banc. Mais lui, il avait besoin d'une équipe, il avait besoin d'un bloc, il avait besoin de guerriers, il avait besoin de joueurs qui se battent, qui adhèrent à son discours. Parce que c'est cela aussi, un entraîneur. Puis tactiquement, on a parlé un peu des réaménagements. On avait l'habitude de voir depuis 2 saisons, les éléphants jouent avec 2 milieux défensifs qui avaient le même registre. Donc, conséquence, on avait beaucoup de retropasses et on a vu que ça ralentissait beaucoup le jeu. Il a pris le risque à ce moment de faire un choix, ou c'est Tioté, ou c'est Sérédier, mais pas les deux sur la même ligne. Et puis bon,
Ça permet d'avoir un joueur offensif ou un joueur qui permet de porter plus le ballon dans l'entrejeu. Vous savez, je suis tellement content de vous écouter, Choualio et Koulibaly Seydou. Pourquoi? Je suis très heureux. Hein? Pourquoi? Non, je viens. Allons-y. Je vais dire un dernier mot, mais ce sera le dernier sur Hervé. Il y a assez de compliments. Il y a assez de compliments sur Hervé. Mais voilà, vous savez, il a étudié le football ivoirien depuis son passage au Chan 2009. Il a étudié le football ivoirien, il était intéressé par le football ivoirien. Et la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. L'or ne pouvait pas s'être transformé aussi soudainement en ville-plomb. Encore fallait-il l'alchimiste adroit pour avoir la maestria, pour remettre tout ce monde en droite ligne de marche. Et Hervé Renard, il est bien vrai qu'au final, Nyeri, Sérédié, Boni se sont révélés supérieurs à leurs adversaires du terrain. Mais croyez-moi, sur le banc de touche, le jeune entraîneur Hervé Renard a damé le pion dans le duel des entraîneurs aux autres entraîneurs. Que ce soit Casper Jacques, c'est un duel de génération, que ce soit Gourcuff, que ce soit Ibengé. Tous, n'est-ce pas, ont paru moins réactifs, moins avisés que le coach de la Côte d'Ivoire, qui lui voyait quelque chose qui ne voyait pas, qui ne marchait pas, il cherchait tout de suite. Il cherchait tout de suite la parade. Et bon, ça va être le béaba de l'entraîneur, mais il le faisait parfaitement. C'est-à-dire on remplace une personne, ou bien on change de système, ou bien on fait les deux, mais il a vraiment dominé ses adversaires de son banc. Le banc de touche ivoirien était supérieur aux autres bancs de touche, tout comme nos joueurs, en de nombreuses occasions, se sont montrés nettement au-dessus, un ton au-dessus d'autres joueurs. Pourtant, il y avait de sérieux clients. Alors, messieurs, après donc cette victoire, après donc tout ce qui s'est passé en Guinée équatoriale, il fallait revenir donc en Côte d'Ivoire avec le trophée. Tous les Ivoiriens étaient à l'accueil, étaient au stade, étaient d'abord à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour recevoir cette équipe nationale. C'est d'accouru ce jour-là, comment vous avez ressenti les choses quand vous avez vu toutes ces images? Écoutez, il y a eu un tel déferlement humain que le football peut apporter. Pourquoi? Parce que la population ivoirienne attendait cela depuis 23 ans. Après 23 ans de disette, le premier responsable de ce pays, qui est le président Alassane Ouattara, qui a fait fi des injonctions de la tutelle pour mettre à disposition le montant qu'il fallait pour que l'équipe se prépare dans les conditions idoines. Quoi de plus normal d'avoir une pression supplémentaire pour la fédération? Quand le premier responsable vous met les moyens adéquats, c'est une pression supplémentaire et vous savez que vous avez une obligation de résultat. Alors un tel déferlement humain marque une fois de tout l'amour. On avait dit que la population avait un désamour vis-à-vis de cette sélection, puisque plein de foi, plein d'espoir, mais peu de résultats. Alors quand ce Graal a été obtenu, ouf de soulagement, et donc il fallait complètement dégager cette émotion. C'est la raison pour laquelle vous avez vu autant de monde venir. On a parlé de 2 à 3 millions de personnes dans les rues d'Abidjan. Je pense que le chiffre ne semble pas exagéré, car cette population attendait cela depuis longtemps. Et il n'y a que le football qui puisse vous procurer des sensations aussi fortes, qui puisse sortir une population dans les rues abidjanaises à l'appel des organisateurs. Mais il fallait cela, parce que beaucoup d'espoir va été placé sur cette génération. Et enfin, 23 ans après, la Côte d'Ivoire avait ce trophée. Alors, je pense que... c'est un trophée qui a mis du temps à me briller. Ça a mis du temps quand même. Hein? Beaucoup de temps. Et il y avait de la joie. Il y avait de la joie chez les joueurs. Alors, je vais vous raconter ce qu'ils faisaient dans l'avion. Il y avait de la joie chez les joueurs, mais pas pour eux-mêmes. La joie qu'ils donnaient au peuple ivoirien. Ils étaient orgueilleux, ils étaient fiers, mais pas pour eux-mêmes. C'est parce qu'ils avaient réhabilité la Côte d'Ivoire. Et quand l'avion a atterri, ils ont commencé à entonner une chanson genre Ambiance Facile qui faisait référence à 92. Qui dit, oh, les gens de 92, vraiment, ils nous ont assez fatigués. Alors, il y a tel gardien qui dit, hey, doucement, 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 parce que lui, il y a son oncle qui est Gadi Seli, vous comprenez? mais les autres ont continué. Ils disent, voilà, ils portent des maillots, avec des culottes qui sont courtes, ils portent des maillots, il y a le numéro, il n'y a pas le nom, et nous, voilà, ils disent que vraiment, ils nous ont fatigués avec ça. Mais quand ils sont arrivés, ils étaient émus aux larmes devant le déferlement
humain et devant les honneurs que la nation leur a fait que la nation leur a fait. Et vous avez vu un peu l'attitude de Max Gradel, même le lendemain, Gradel à la présidence. On viendra à cette image de Gradel. Ils avaient encore les larmes aux yeux. Ils n'en revenaient pas. Je vais lui demander, vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous étiez un peu absent quand même. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Mais pour arriver en Côte d'Ivoire, il y avait un petit truc qui s'est passé aussi, parce qu'il fallait prendre l'avion. Quelque part, on a failli vous empêcher. Non, en fait, non. Mais il fallait arriver tout de même. Non, en fait, au sorti de l'Estadio de Bata, cette soirée de dimanche-là, je ne crois pas que tous les Ivoiriens qui étaient à Bata aient dormi. Parce que vraiment, c'était la fête. C'était la fête à Bata. Et puis, bon, on avait vraiment hâte de regagner Abidjan. Donc moi, au sorti du stade, j'ai appris qu'il y avait un avion qui était quelque part à l'aéroport de Bata, un avion qui devait retourner sur Abidjan. Donc j'ai pris mes valises et je suis allé directement à l'aéroport parce que je voulais quand même vivre les événements d'Abidjan. Lorsqu'on appelait Abidjan, on nous disait que Abidjan, bon, permettez-moi l'expression, qu'Abidjan est gâté, que c'était la fête, que tout le monde était dans les rues. Donc j'avais vraiment envie de vivre cette émotion-là. Parce que, souvenez-vous, vous savez, dans la carrière d'un journaliste, il est aussi important que le journaliste soit champion d'Afrique. On ne peut pas traverser toute une carrière et puis sans gagner un titre. Donc nous aussi, en tant que journalistes, on était très satisfaits, puisque là, aujourd'hui, on s'est dit que nous sommes champions d'Afrique, au même titre que les joueurs, au même titre que les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Donc on a toujours rêvé de ce sac-là. Et puis, je suis monté dans l'avion. Donc très tôt, le lundi matin, j'étais à Abidjan. À l'aéroport, déjà à 5 h du matin, j'ai vu des Ivoiriens qui étaient là, qui attendaient à 5 h du matin, qui étaient déjà à l'aéroport. Et puis, jusqu'au niveau du VGE, il y avait encore des Ivoiriens qui étaient là à 5 h du matin. Vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit que le football, c'est véritablement l'opium du peuple. Il faut arrêter de jouer avec le football, parce que seul le football peut procurer autant de joie et autant de satisfaction. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ceux qui dirigent ce football-là... On parlait de l'avenir de ce football. Voilà, ok. Koulibaly Seydou, ces images, Oui, vous les avez vécues, hein? Oui, je les ai vécues et j'ai essayé de comparer un peu avec 92 quand même. Je pense que ça a été la même ferveur et la même folie. Parce que 92, j'ai eu la chance de suivre cette finale à Dakar et puis de voir un peu toute cette ambiance qu'il y avait autour de l'équipe et de la folie qu'il y a eu à l'arrivée des éléphants à Abidjan. Je pense que c'est la même ambiance, sauf qu'il y avait eu trop de rancœur tue parce qu'il y avait un désamour très fort entre le public et ces éléphants qui finalement sont parvenus à décrocher le Graal. Et l'explosion de joie a été à la hauteur de toutes les frustrations des finales perdues de 2006 et de 2012 surtout. C'est d'où on revient à vous tout de suite. Nous avons en ligne Adam Khalil, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, Adam Khalil, je sais que vous suivez en ce moment l'émission 3e mi-temps et que vous avez les images de l'accueil des éléphants ici à Abidjan. Comment vous avez vécu ce moment, vous? Avec beaucoup d'émotion, c'est la ferveur. Vous n'imaginez pas un seul instant, comme tout le monde le sait, depuis 23 ans, la Côte d'Ivoire attendait cela. Cela signifie que le football ivoirien est suivi par toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut comprendre que derrière cet accueil-là, c'est chacun des Ivoiriens qui était concerné par les performances des éléphants. Et c'est tout à l'honneur d'une formation des éléphants. On doutait un peu de cette formation dès le début. Elle était l'objet de beaucoup de critiques, qui étaient tout à fait normales parce que chaque Ivoirien voulait voir ce niveau-là atteindre le niveau de perfection. Et aujourd'hui, on ne dirait pas que tout est parfait, mais l'objectif atteint, c'est-à-dire cette finale gagnée, permet à tout Ivoirien de pouvoir croire à son football, mais surtout, il faut pouvoir continuer le travail, ne pas dormir sur ses lauriers parce que tout n'était pas réellement parfait pour arriver à cette finale. Il faut corriger encore d'autres choses, rester dans cette dynamique, permettre aux jeunes de s'incorporer dans cette sélection et de pouvoir travailler à travers la solidarité, la discipline, la volonté et surtout le fait qu'il n'y avait pas ce système de star mania dans cette équipe, ce qui nous a fait défaut par le passé. Ils ont appris des erreurs de leur
des erreurs passées, ils ont appris beaucoup de choses à ce niveau-là. On a vu des Kolo Touré se fondre dans la masse avec des jeunes footballeurs comme Wilfried Canon et Eric Bailly. Et je pense que c'est toute cette satisfaction qui a permis au peuple ivoirien de dire « Ah, nous avons maintenant une équipe nationale et il faut croire en elle ». Merci beaucoup pour votre participation. Adam Khalil, en tout cas, merci beaucoup. Koulibaly Seydou, on continue avec vous. Oui, donc je disais, il y a eu beaucoup de ferveur autour de cette équipe nationale qui peut bien se comprendre parce que depuis 2006, avec cette génération qu'on a appelée la génération dorée, celle dont la base était celle des académiciens, tout le monde a attendu le trophée continental. En 2006, nous aurions pu gagner 7 CAN, en 2008, en 2010, en 2012. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aurait pu d'ici là aligner 2 ou 3 CAN. Mais ça n'a pas été le cas. Et au fil des années, il y a eu un petit désamour du public vis-à-vis de la sélection, de sorte que même cette année, beaucoup parlaient de supporters Mazo et autres. Mais je pense que tout cela a renforcé quand même, fouetté un peu l'orgueil des joueurs. Et cela a permis d'avoir le résultat qu'on a vu maintenant. Donc, c'est dire que la ferveur a été à la hauteur de l'attente. Et puis les récompenses aussi qui sont venues. Oui, et puis les éléphants de Côte d'Ivoire qui étaient donc à la présidence, parce que le président a réservé beaucoup de surprises, un accueil. Le plus important, c'était vraiment l'accueil à la présidence, comment encourager ces jeunes, comment remercier ces athlètes. Et vous l'avez dit, c'était un moment où il y a eu également des réactions de joueurs, mais des moments forts pour certains joueurs. Effectivement, beaucoup d'émotions. Alors, il y avait 3 cas. Le premier a pris les joueurs, l'encadrement technique et le coach et quelques membres de l'encadrement technique. Le second cas a embarqué avec les présidents de clubs, les membres de la fédération. Et le troisième cas a embarqué avec les membres des familles, à la tête desquels on trouvait évidemment M. Touré, qui est officier, comme vous le savez, des Eaux et Forêts. Bien, d'abord, pour les joueurs, à l'image de Max Gradel, ils ne s'y attendaient pas. Ils étaient émus aux larmes. Même Kalou, qui est le bout en train de l'équipe, même Sérédié, qui est le bout en train de cette équipe, eh bien, ils étaient émus aux larmes. Bon, Tiene Saka, bon, il avait le sourire, mais il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait de l'émotion de la part également des parents qui ont accompagné cette équipe. Et puis, il y avait également les anciennes gloires du football qui étaient là. Il y avait Laurent Pokou. Alors, je peux vous dire que Laurent Pokou, j'étais son voisin. À chaque match, il enlevait ses chaussures, comme s'il devait tirer les coups francs ou les pénaltys. C'est vous dire que c'était vraiment la fête du football. C'était la fête de la reconnaissance, des remerciements et la fête du peuple ivoirien qui a été sevré pendant plus de 20 ans d'une Coupe d'Afrique des Nations qu'elle aurait pu remporter 2 ou 3 fois. Voilà, alors messieurs, je suis avec vous. On va jeter un coup d'œil dessus maintenant. L'avenir, parce qu'aujourd'hui, on met déjà un peu sur le compte du passé, ce qu'on a déjà vécu, hein, parce que le week-end prochain, il y a d'autres échéances qui nous attendent. Maintenant, comment vous voyez l'avenir de cette équipe nationale? Est-ce que vous pensez que cette victoire, ce trophée, va ouvrir d'autres portes au football ivoirien? Écoutez, quand vous voyez l'effectif vainqueur de cette CAN 2015, je peux vous citer 5 joueurs qui n'ont pas 23 ans. Gadji Talo n'a pas 23 ans quand on l'a interviewé. Eric Bailly n'a pas 23 ans. Wilfried Canon n'a pas 23 ans. Et donc, il y a Koudoukoué, Cheikh Doucouré n'a pas 23 ans. Ça veut dire que donc, dans les choix d'Hervé Renard, tout semble montrer que la relève est assurée. N'oublions pas de signaler aussi que la Côte d'Ivoire est quand même vainqueur de la CAN cadette depuis 2013. Et donc, ça veut dire que dans la relève est déjà plus ou moins assurée. Maintenant, il faut que le staff soit le même pour continuer dans cette progression-là. Car je vous donne un exemple. L'Algérie, quand bien même elle a été éliminée en quart de finale, au retour à Alger, le président Rawara a estimé que Gourcuff devait continuer dans cette lancée. Donc, l'entraîneur a été maintenu. Alors, si on veut travailler dans la stabilité, il est important d'avoir le même staff et les mêmes coachs et aussi d'injuguter beaucoup de joueurs. Car des Ivoiriens, il y en a pas mal disséminés à travers le monde. Il y a des bonnes graines encore à Chelsea. Je vous donne le nom d'un jeune qui s'appelle Boga Séverin, qui est milieu de terrain, qui évolue à Chelsea, qui est moins de 20 ans.
que la France veut prendre, qui a la même promotion que Bertrand Traoré, le Burkinabé, il y a pas mal de jeunes pousses. Alors si on continue la prospection, on va trouver d'autres baillis, on va trouver d'autres canons. Et c'est pour dire qu'ils sont 382 disséminés à travers le monde des Ivoiriens. Avec la dynamique d'Hervé Renard, il y a une pression supplémentaire. Mais si le président maintient le même staff, les lendemains semblent être meilleurs. On va revenir à vous pour la conclusion. Je vais lui demander, votre conclusion également, le président Sori a dit que la moyenne d'âge de cette équipe nationale, pour le moment, on a 23 ans, ça veut dire qu'il y a de la bonne graine. Non, moi je pense que la Côte d'Ivoire est un gros vivier, tant sur le plan local qu'à l'étranger. Il y a encore de très bons jeunes qui évoluent dans les championnats étrangers, mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est-à-dire que cette Coupe d'Afrique ne doit pas être l'arbre qui va cacher la forêt. Il faut poursuivre le travail, la politique de reconstruction. Il faut véritablement chercher à développer le football local, rendre nos clubs plus forts, parce que quand on parle de Gbou Sylvain, c'est le football local. On nous parle de Yaya Touré. Yaya Touré a été formé où? À la SEC. On parle de Gervino. Gervino, c'est un petit produit de l'académie Jean-Marc Guillou, ensuite la joie Toumoudi. Donc c'est pour vous dire, il ne faut pas occulter la formation, le football local. Il faut continuer de développer, il faut développer ce football local-là. Il faut encore des moyens. Non, mais les moyens, il faut chercher les moyens, pas des stratégies, il faut le faire. Parce que même les centres de formation, il faut suivre les centres de formation. On ne parle pas de Vieira, de Traoré-Lancina, mais ils ont été formés où? À Bobo. Donc il faut encourager la politique des centres de formation. Merci à vous, Choualo Koulibaly Seydou. Oui, je pense que l'avenir peut être radieux parce que la Côte d'Ivoire, c'est une terre de foot. Et quand on le voit au niveau des cadets, au niveau des juniors, nous sommes qualifiés pour les CAN. Nous avons remporté la CAN des cadets, la dernière CAN des cadets. Mais il y a un problème. Il y a un problème et je pense que c'est vrai qu'on va mettre un peu de stabilité. On va laisser Hervé Renard travailler et viser la prochaine CAN en 2017. Mais à côté de cela, il faut une direction technique nationale assez forte. Et ça, je le redis encore, nous l'avons dit ici sur le plateau de troisième mi-temps. Tant que nous n'aurons pas une direction technique forte, nous allons avoir un football un peu bancal. Parce que c'est vrai qu'on parle des centres de formation, mais il y a beaucoup de centres de formation qui ne le sont que de nom. Donc il faut mettre un peu d'ordre à ce niveau aussi, parce que n'importe qui ne peut pas s'élever et puis créer un centre de formation. Merci à vous, Koulibaly Seydou. Brière. Il faut d'abord assurer un encadrement technique du même niveau que celui d'Hervé Renard qui a aidé de Patrick, de David, de Gilles qui ont été formidables. Il faut bien le dire. À partir de là, il y a forcément de la bonne graine. Alors, je vais juste revenir pour la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, ce n'est pas 23 ans, c'est 25-26 ans. Parce que nous avons quand même 5 trentenaires dans cette équipe et beaucoup de joueurs à 26, 27, 28 ans. Mais peu importe, on a du beau monde. Et les challenges que va relever le coach pour les années à venir est véritablement attrayant. On pense aux Jeux Olympiques, on pense aux CHAN, on pense aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2017 et on pense aux éliminatoires de la Coupe du Monde qui intéresseront vraiment un certain nombre de joueurs. Alors si la Fédération de football se dote de moyens conséquents, eh bien ce sont des challenges excitants à relever. Les plus proches sont les moins de 20 ans et les moins de 17 ans. Mais tout cela contribue au nouvel essor du football ivoirien. Vous êtes satisfait, hein? Oui, allez-y. Rapidement. Sur le mot de la fin, je pense qu'il faut que les gens retiennent une chose. On ne peut pas bâtir une grande nation de sport sans critique. Donc les uns et les autres doivent accepter nos critiques pour que le sport en Côte d'Ivoire puisse avancer. Voilà. Monsieur Choualieu Diomandé, monsieur, troisième mi-temps, nous avons largement écouté et entendu. Ce soir, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Félicitations à vous, monsieur le président de la Fédération ivoirienne de football. En tout cas, pour tout le travail, monsieur Sidi Diallo et l'équipe qui vous entoure. Merci encore une fois pour tout ce plaisir que vous avez donné à la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui vous ont suivis, tous ceux qui aiment le football de près ou de loin, mais qui se sont consacrés pour soutenir cette équipe nationale, tous ceux qui ont travaillé pour que l'équipe nationale arrive à se trouver. Merci et bonne suite au programme sur RTI2.